Bienvenue dans Retour à Soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Ce que tu t'apprêtes à entendre dans cet épisode, c'est vraiment un moment très précieux que j'ai eu avec Vanessa Pilon. Si tu la connais pas encore, tu vas comprendre très vite pourquoi les gens l'aiment autant. C'est pas parce que elle est connue, mais vraiment parce qu'elle est vraie. Et elle a cette capacité rare de nommer les choses que tout le monde ressent et que personne n'ose vraiment dire à voix haute. Et dans cet épisode, on est allé loin ensemble. On a parlé du paradoxe de vivre dans un corps de femme aujourd'hui, de l'ombre qu'on porte toutes, du masculin toxique aussi, qu'on a absorbé sans le savoir à travers les années, et des rituels, ceux qui tiennent vraiment, pas les beaux, les vrais, mais vraiment ce que tu peux faire au quotidien pour prendre soin de toi. Et c'est une de ces conversations qui te laisse différente à la fin. Ça, c'est ma promesse. Et si quelque chose te touche, s'il y a une phrase qui s'accroche en toi, partage-la. Laisse 5 étoiles à ce podcast, commente-le. C'est vraiment un podcast qui vit grâce à toi. Donc si tu l'aimes, partage-le. Et si tu sens que tu es prête à aller plus loin dans cette exploration, j'ai envie de te dire que le 30 mars, j'ouvre les portes d'Eclipse. Eclipse, c'est pour toi si tu te reconnais dans ces mots. Ok? Tu fonctionnes, tu livres, tu coches tes cases, mais il y a quelque chose en toi qui sait que c'est pas ça. Que c'est pas ça la vie que tu désires réellement. Tu sens que tu es déconnecté d'une version de toi qui est plus grande, plus vivante, plus entière. Alors Eclipse, c'est le programme le plus complet, le plus incarné que j'ai jamais créé. Tout ce que j'ai appris, traversé, transformé, je te le condense en 6 semaines pour que toi, t'aies pas à attendre 10 ans pour le vivre. Tous les détails sont dans la légende. Si t'as des questions, tu m'écris. Maintenant, installe-toi et bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à Soi. Et aujourd'hui, j'ai une sublimissime invitée qui m'a dit oui pour être là aujourd'hui. Je suis extrêmement contente. Vanessa, bienvenue à toi. Merci, Émilie. C'est un plaisir partagé. Je t'ai découvert, je pense, il y a quelques mois et honnêtement, tu combines tout ce que j'adore chez une personne. Vraiment. Puis il y a surtout le côté humour qui pour moi est extrêmement important. T'es drôle, t'es rayonnante et en même temps tu parles de choses quand même qui sont assez sérieuses, assez polarisantes, mais toujours sous un angle qui est frais, qui est léger et voilà, je voulais vraiment commencer en me disant merci, merci vraiment parce que ça change de tout ce qu'on peut voir comme lourdeur aussi en ligne et t'as cette touche qui pour moi est vraiment extrêmement précieuse. Et avant que je te laisse la parole ou que je commence à te poser certaines questions, juste te dire que ce matin, je disais à ma fille, tu sais, je reçois Vanessa aujourd'hui et elle t'a découvert cette semaine parce que j'ai montré ton Instagram et elle me dit: «Oh, tu lui diras que ce qu'elle fait avec les animaux, j'adore, c'est génial». Elle trouve ça absolument génial, donc je voulais te le dire, je trouve ça en l'occurrence très, très drôle, donc merci à toi. Ah, mais ça me fait tellement plaisir, puis ça me touche d'entendre ça parce que c'est tellement ce que j'espère mettre dans le monde de ben, comme tu dis, il y a tellement de lourdeur qui nous entoure, puis je pense que l'objectif, c'est pas de nier cette lourdeur-là, c'est de l'intégrer puis de trouver une façon peut-être d'adresser les choses ou de les nommer qui... tu sais, moi, une des phrases que j'aime le plus, c'est rendre la révolution irrésistible. Fait que c'est ce que je me dis, c'est ça à quoi j'ai envie de contribuer. Je me dis, ben, si on peut rendre ces sujets-là attrayants ou les amener d'une façon qui est pas moralisatrice, culpabilisante, puis de juste évoquer les choses d'une façon qui peut être drôle puis de cacher de la substance dans un contenant qui est vraiment divertissant. Moi, quand j'arrive à faire ça, je me dis OK, mission accomplie. Puis je trouve que les réseaux sociaux c'est vraiment la plateforme idéale
pour passer les messages de cette façon-là. Donc, je suis vraiment heureuse que ça fonctionne puis qu'il y a des gens comme toi qui résonnent avec ça. Vraiment, vraiment, parce que c'est ça, quand c'est trop lourd, on sait qu'il se passe des choses horribles dans le monde et je dis, c'est vraiment, vraiment terrible, mais voilà, je pense qu'il faut pouvoir amener de la lumière là-dedans et ce matin, j'ai écouté une interview d'une femme que j'admire beaucoup, Sacha Cobra, et elle expliquait justement qu'il y a, oui, de plus en plus d'ombre, mais il y a aussi de plus en plus de lumière, et en gros, il y a de plus en plus d'intensité dans le monde. Donc, c'est comment naviguer à travers tout ça, sans croire que non, il n'y a pas que de l'ombre. C'est ça, c'est ça. Ben, je pense qu'on peut rapidement tomber dans cette illusion-là quand on est exposé à toute l'ombre. C'est juste qu'on a des moyens technologiques en ce moment qui je pense, viennent un petit peu distorsionner notre perception de ça parce qu'on a accès à tellement d'informations. Donc oui, il y a plus d'intensité, puis c'est ça qui se passe. J'ai l'impression, j'aime beaucoup l'image de tu sais, plus la montagne est grosse, c'est le même soleil qui va projeter dessus, mais plus l'ombre qui va être projetée va être grande. Donc c'est ça, avec l'intensité de ce qui se passe, ben l'ombre est nécessairement peut-être plus grande, mais c'est aussi que ce sont des plus grosses montagnes. Il y a plein de choses grandioses qui arrivent en ce moment. Donc c'est important de se le rappeler parce qu'on peut tomber dans un narratif qui nous aspire vers le bas, puis qui nous, en tout cas, je vais parler pour moi, mais qui parfois me paralyse. Puis je dois vraiment faire le travail consciencieux de me rappeler ce que tu viens de dire, de me rappeler qu'il y a d'une part beaucoup d'ombre, mais énormément de lumière. Puis même au-delà de ça, je pense que notre mission en ce moment, en tout cas si on a choisi de s'incarner à cette période quand même particulière de l'histoire, c'est d'être capable de prendre ces deux polarités-là puis venir les rejoindre. Je pense que c'est là l'alchimie un peu magique de notre existence en ce moment, c'est de pas basculer d'un côté comme de l'autre, c'est d'être capable d'être au centre de ça, de tenir ces deux polarités-là, la douleur, toute la souffrance qu'il y a, mais aussi toute la joie, toute la beauté de cette existence-ci, puis essayer de réaliser que c'est les deux facettes de la même chose. Donc d'être capable de tenir ces deux polarités-là, puis je pense que c'est exigeant, puis je pense pas que c'est un équilibre qu'on atteint du jour au lendemain, mais pour moi c'est ça la discipline quotidienne de ma vie, c'est d'être capable de tenir ces deux polarités-là. Et je pense aussi de voir de quel espace on regarde ce contenu-là aussi. Mm-hmm. C'est ça, parce qu'on peut vite se retrouver à à consommer ce contenu sans fin, puis être complètement perdu. Donc là, on plonge directement dans le dans les grosses conversations, mais peut-être qu'on va reprendre le début de qui est-ce que tu es, en fait? Qui est-ce que Aïe, tu es? aïe. Ça a été mais j'aimerais la voir sous l'angle, enfin tu verras où voilà, où ça t'amène aussi, mais la voir aussi sous l'angle de tes grandes prises de conscience, les belles, les moins belles, ou les plus difficiles du moins, qui t'ont amené à qui tu es aujourd'hui. Ouf, grosse question. C'est pas mal la quête de toute l'existence. J'ai l'impression de désapprendre toutes les choses qui nous ont qui nous ont été apprises, qu'on a captées à gauche à droite, puis en même temps intégrer tout ça dans qui on est, se laisser transformer. Fait que c'est OK, qui je suis? Ouah là là, ben je pense que j'ai l'impression, puis je veux pas, je veux pas sonner un peu, un peu intense dans ma façon de le formuler, mais je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression d'observer le monde un peu en mode, ben justement en mode observatrice, d'être du monde, mais pas tant que ça. Puis c'est vraiment une impression que d'aussi loin que je me souvienne, et a toujours été là de regarder autour de moi avec beaucoup de curiosité et de fascination, mais de pas tout à fait comprendre les, les règles de ce monde. Puis j'ai toujours été très sensible. J'avais l'impression de percevoir des choses que les gens ne nommaient pas autour de moi. J'avais beaucoup de fascination pour les rapports humains. J'écoutais les conversations d'adultes. J'avais besoin de passer beaucoup de temps seule. J'étais une enfant, c'est ça, très très sensible, très 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 à l'écoute, puis très c'est ça,
très à côté, puis en même temps j'ai toujours eu ce besoin, on dirait, ou cette envie d'être aimée, d'être reconnue, de ressembler aux autres. Puis il y avait ces deux besoins-là très, je veux pas dire qu'ils sont dissonants, mais quand même qui causaient de la friction en moi. Autant c'est ça de vouloir cultiver cette unicité-là que j'avais l'impression d'avoir en moi. Puis c'est toutes ces choses-là qui me rendaient un peu différente. Puis en même temps avoir tellement envie d'appartenir. Puis je dois dire que rapidement, je pense que c'est l'école, c'est le système, c'est plein de choses, c'est plein de choses qui nous amènent à là, mais je performais très bien à l'école, donc rapidement, je pense que j'ai pris cette grande sensibilité-là que j'avais, puis je l'ai mise à profit pour me permettre d'appartenir puis d'avoir l'air d'avoir d'avoir l'air de ressembler aux autres, j'ai l'impression. Puis il y a un de mes profs de maths, je pense que c'était en secondaire 1 ou 2, là, en tout cas au début de l'adolescence, j'avais un prof de maths qui m'avait prise à l'écart après une classe, puis il m'avait dit une phrase que sur le coup j'avais pas compris, puis j'avais vraiment ri de ça, puis elle m'est revenue plusieurs années plus tard, mais il m'avait dit: Mademoiselle Pilon, vous êtes une pomme verte dans un panier de pommes rouges, puis vous essayez vraiment fort de rougir, puis vous faites vraiment trop d'efforts pour ça. Puis il m'avait juste dit cette phrase-là, cette analogie-là, puis elle avait pas résonné sur le coup, mais plusieurs années plus tard, j'ai réalisé que il m'avait vraiment vu. Il avait vraiment vu tous les efforts que je faisais pour justement tous les sacrifices que je faisais de ma personne, de mon essence, tout ce que les cadeaux que je portais que j'arrivais pas à exprimer dans le monde parce que je rêvais davantage d'appartenir. Puis je pense que ça a bien fonctionné, ça m'a bien servi dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'opportunités, notamment dans le monde des médias, dans le monde artistique, qui sont venues probablement de cette volonté profonde là d'être acceptée, d'être aimée. Puis je pense que je l'ai bien navigué socialement, tout ça. Puis finalement, je l'ai tellement bien navigué que je pense que je me suis bâti une vie dans peut-être les premières 30 années de ma vie. Une vie qui n'était pas la mienne. Puis c'est comme si j'ai eu ce réveil un peu brutal vers la fin de la vingtaine que j'avais une carrière médiatique, j'avais un amoureux, j'habitais à un certain endroit, j'avais des amis qui d'un point de vue extérieur avaient l'air de correspondre à tous les codes de la réussite, mais finalement qui me ressemblaient pas, qui étaient pas ce que je désirais profondément. Puis à partir de là, je pense qu'il y a eu un point tournant vers 29 ans, au retour de Saturne, me disent mes amis astrologues. Mais à partir de ce moment-là, c'est comme si j'ai entamé ce processus-là de déconstruction de tout ce que j'avais mis comme identité sur moi. Puis je pense que je suis encore dans ce grand travail-là. Travail qui est d'une part, oui, vraiment personnel, mais je pense aussi que c'est un travail collectif, puis particulièrement un travail qu'on fait, je pense, notre génération de femmes en ce moment. Donc, je pense que c'est qui je suis en ce moment, une grande détricoteuse, une grande détricoteuse d'identité, puis de dictats, puis de croyances. Moi, c'est ça. Puis il y en a qui tricotent. Moi, je suis pas capable de tricoter. Je suis meilleure pour défaire les nœuds, je pense. J'adore. Et donc, est-ce que tu as commencé à te faire accompagner à 29 ans ou est-ce que tu as découvert certaines écoles, certaines philosophies qui t'ont accompagné là-dedans? J'ai toujours été très attirée naturellement. J'ai toujours été attirée par le bouddhisme. C'était une philosophie qui m'a rapidement parlé. Pour la petite histoire, moi, enfant, j'étais très croyante dans le catholicisme parce que c'était la religion qui était offerte autour de moi. On n'avait pas vraiment de choix au niveau de la spiritualité. J'ai l'impression, quand j'ai grandi, fin des années 80, début des années 90, fait que dans un Québec de cette époque-là, c'était pas mal ce qui se rapprochait le plus de la spiritualité. Puis j'ai vraiment embarqué dans cette proposition-là parce que j'étais à la recherche pas d'explication, mais oui, de réponse, un peu comme tout le monde, de sens. Puis j'ai rapidement, vers l'adolescence, quand j'ai commencé à avoir plus des cours d'histoire, puis que j'ai pris conscience de ce que l'Église avait représenté dans l'histoire mondiale, là, j'ai vraiment réfuté tout ça, puis je me suis ramassée un peu
sans spiritualité. Puis rapidement, le bouddhisme s'est présenté dans ma vie. Puis je l'ai jamais pratiqué de façon très très assidue, mais quand j'avais la fin vingtaine, quand j'ai commencé ce travail-là, il y avait d'une part un désir d'habiter mon corps parce que je me rendais compte que j'étais comme beaucoup de gens vraiment vraiment dans ma tête, puis j'avais énormément de pensées intrusives, j'avais l'impression que j'avais un mental sur lequel j'avais absolument aucun contrôle, puis c'était plutôt un désir de revenir dans la présence. Puis j'ai pratiqué la pleine conscience. Au départ, c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus parce que ben justement dans les brèves méditations que j'avais commencé à faire, j'avais des petits on dirait juste des petits aperçus de ce que la vie pouvait être, de l'état dans lequel je pouvais me trouver, quelque chose qui était accessible que je pensais qui était pas accessible dans la vie de tous les jours. Fait que la méditation pleine conscience Thich Nhat Hanh, ça a été vraiment la voie que j'ai prise. J'ai fait des retraites de méditation en silence, puis c'est ça vers la fin de la vingtaine. Puis parallèlement à ça, je développais aussi une spiritualité plus je dirais enracinée dans genre le féminisme, la lune, tu sais, quelque chose qui était un petit peu plus au niveau de la sorcière. Je pense que l'archétype de la sorcière, ça m'a toujours aussi vraiment attirée, mais vu que j'arrivais du catholicisme, j'étais comme oh là là, les sorcières sont dangereuses, c'est interdit. Tu sais, j'avais l'impression que c'était des choses dangereuses, tout ce qui est un peu associé à ces pratiques-là, puis le tarot, brûler des choses, allumer des bougies, s'asseoir en cercle, tu sais, ça m'attirait, mais en même temps, je sentais beaucoup d'interdits autour de ça. Fait que le bouddhisme, on dirait que ça sonnait plus sécuritaire ou plus acceptable, puis je pratiquais le yoga, donc on dirait qu'il y avait aussi une association naturelle. Puis puis c'est ça, donc c'était un mix un petit peu entre les deux, là. C'est comme si il y avait une partie de moi qui était attirée par l'ombre, puis ben pas l'ombre, mais des pratiques un petit peu plus mystiques, puis quelque chose qui était plus convenu à travers le bouddhisme. Donc j'étais vraiment dans ces deux approches-là simultanément. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui t'accompagne encore. Tu m'as parlé du bon bouddhiste, du tantra aussi, Oui, mais plus ouais. la lignée bouddhiste. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dans laquelle tu te formes ou c'est juste quelque chose qui te nourrit au quotidien? Ouais, ben à l'université, j'ai étudié le bouddhisme plus dans l'approche tibétaine parce que mon prof était de cette lignée-là. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que en ce moment, je suis dans une formation de bouddhisme Vajrayana, donc qui est le bouddhisme tantrique. Puis j'ai une pratique je dirais plus quotidienne en ce moment avec Tara. Donc j'étudie Tara parce que moi, ben ça correspond, on dirait, je sais pas, j'ai une résonance tout de suite avec cette imagerie-là, avec cette énergie-là de Tara qui est pour les gens qui connaissent pas, c'est puis ben tu sais sans doute, puis j'imagine que t'en parles, mais première Bouddha féminine, puis je pense que pour moi c'est venu réveiller quelque chose à l'intérieur de moi, cette pratique-là de il y a énormément de figures patriarcales dans les religions, dans plusieurs lignées spirituelles, puis il y a pas que ça. Mais quand j'ai trouvé Tara, c'est comme si pour moi ça a réveillé autant mon côté plus féministe que ma connexion à la nature. Pour moi, c'est une pratique spirituelle qui englobe vraiment tout, puis ouais, qui est pas dans la dévotion extérieure. Tu sais, beaucoup de gens qui ont une méconception parfois de ces pratiques-là de l'extérieur, ça peut avoir l'air de on se prosterne puis on chante des mantras à une déité qui est extérieure à nous, mais au final on vient réveiller le divin en nous. Donc pour moi c'est une pratique qui passe aussi beaucoup par le corps. Fait que c'est quelque chose qui réunissait tout ce qui, en ce moment, m'allume de justement le retour au corps, ben tout ce que j'ai cherché un peu en grappillant dans plein de pratiques au fil des années. Puis cette pratique-là, en ce moment, c'est celle qui me nourrit le plus. Puis je dirais qu'elle est pas très répandue. C'est pas vraiment à la mode. C'est pas super tendance. C'est pas une affaire qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux là, dans les pratiques spirituelles. Mais moi, dans mon quotidien, dans mon intimité de pratique, c'est celle-là qui est avec moi.
Mmh. Peut-être qu'on plus tard dans la conversation, j'aimerais vraiment savoir ce que tu fais au quotidien, Ouais. vraiment, parce que, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est beaucoup à l'extérieur de nous et donc comment se réapproprier. Puis j'ai l'impression, ce que tu mentionnes, cette sorte de polarité à l'intérieur de nous, hein, les messages inconscients qu'on a reçus, culturels. Et donc, tu sais, ça m'amènera aussi peut-être à un moment donné dans une conversation de la notion du plaisir, tu vois, qui est Ouais. ah mon Dieu, on arrive tellement dans cet âge, j'ai l'impression, on veut ce plaisir et le tantra, c'est ça aussi, c'est le divin dans le corps et cette connexion à cette énergie qui est toujours présente aussi et en même temps de tiens, est-ce qu'il y a vraiment cette ouverture, tu vois? Et se laisser aller qui est autorisée, tu vois? Parce que nos mères, nos grands-mères, voilà, il y avait cette notion qui était très restrictive par rapport au plaisir. Je serais curieuse de savoir quelle a été aussi la réaction de ton entourage, tu vois, à 29 ans, quand tu as commencé à changer, tu dis: «Il y avait certains amis». J'imagine ta famille aussi, à partir du moment où tu commences à initier ce changement et à devenir vraiment la pomme verte que tu étais, au lieu d'être la pomme rouge. Ça a été quoi la réaction aussi autour de toi et comment est-ce que toi tu l'as vécu? Ouais, ben, ça demande une dose de courage, je trouve, de s'incarner pleinement, puis de pas non plus le faire dans une énergie de confrontation parce que des fois, en tout cas pour ma part, je suis quand même quelqu'un de feu, puis quand je crois en quelque chose, quand j'aime quelque chose, j'ai cette tendance-là à vouloir convaincre tout le monde ou à vouloir montrer le bon chemin, tu sais, puis je mets vraiment des guillemets sur le bon, mais ouais, je peux avoir cette petite tendance-là un peu moralisatrice ou de me placer au-dessus, puis je pense que c'est quand même je pense que rapidement, moi, dans ma vingtaine, je suis peut-être tombée dans ce piège-là d'ego spirituel ou en tout cas d'avoir l'impression d'avoir compris quelque chose que autour de moi, je me racontais l'histoire que tout le monde était endormi. Puis là, j'étais comme, mais là, réveillez. Puis je pense que au départ, quand je suis arrivée avec beaucoup de feu, beaucoup d'énergie là-dedans. Puis ça a donné lieu à de la confrontation. Puis pas de la confrontation dans le type conflit, mais je pense que j'étais ouais, c'est ça, j'essayais d'amener les gens dans mon chemin. Puis ça m'a demandé plusieurs années là, à réaliser que c'était quelque chose de très personnel, toutes ces pratiques, la spiritualité, puis que ça enlevait rien à mon chemin de le garder pour moi. J'avais l'impression qu'il fallait que je le partage dès que j'ai touché à ces choses-là parce que ça me faisait tellement de bien, puis je voulais que tout le monde autour de moi puisse en bénéficier, puis qu'ils touchent au même genre de moments de grâce. Puis j'étais comme pourquoi tout le monde n'est pas en train de faire ça? Puis voyons donc, j'avais l'impression d'avoir comme débloqué une petite clé, puis je voulais la donner à tout le monde, puis ça a donné lieu à des moments où je me suis sentie encore plus seule. Puis je pense que ma stratégie à partir de là, ça a été de protéger cette partie-là de moi, puis de peut-être un peu moins avoir ce désir-là de l'afficher. Tu sais, je sais pas, au début. Puis je pense que c'est moins ça maintenant, mais quand on devient un peu plus, je sais pas, spirituel ou il y a comme une image qu'on se fait de la personne qui pratique le yoga, puis puis je sais pas le genre de bijoux qu'on porte, puis là je mettais des chapeaux, puis là il y avait comme une espèce de c'est comme si j'avais changé l'appartenance pour quelque chose d'un peu plus mainstream à une appartenance à cette espèce de groupe-là spirituel, puis finalement tout ça c'était le même chemin mais avec d'autres codes, puis ça m'a demandé un petit réajustement quand même ben c'est ça, de ramener ça à moi puis d'être comme ça. Je suis pas obligée de m'habiller d'une certaine façon, je suis pas obligée de parler d'une certaine manière, je suis pas obligée d'imposer ma perception dans les conversations ou tu sais de dire je sais pas, tu sais, il y avait une certaine condescendance des fois quand les gens me parlaient, tu sais. Moi, j'étais donc dans l'équanimité, puis puis moi, j'avais donc compris des affaires, puis quand les gens se fâchaient, tu sais, je mettais ma main sur mon cœur, j'étais comme ouais. Mais tu sais, la vérité, c'est que j'étais fâchée moi aussi, c'est juste que je me permettais pas de l'être, j'étais juste love and light, puis j'étais dans un côté de la polarité, puis il y a eu quelques années après ça où j'ai d'une certaine façon, je pense que je suis un peu retournée dans le garde-robe spirituel d'une certaine façon. J'ai eu, je pense, cette lucidité-là à un moment donné de me dire, ben, j'ai pas besoin de faire exister ça nécessairement partout autour de moi pour que ça ait une valeur puis pour que ça prenne de la place dans ma vie. Fait que c'est comme si j'avais, je pense, compartimenté les deux. Puis
il y avait mon personnage, je dis personnage là, c'est gros un peu, mais la personne publique et la personne dans mon entourage que je présentais à mes amis parce que eux comprenaient pas tout à fait, puis parce qu'en fait c'était plutôt ça m'amenait dans la déconnexion avec les autres plutôt que de me permettre d'être en lien. Puis ouais, fait que j'ai comme séparé ces deux parties-là de ma vie. Puis ça a été vraiment je dirais dans les 3-4 dernières années où j'ai réussi, je pense, à intégrer les deux d'une façon qui est un peu plus harmonieuse, puis aussi de réintégrer parce que pendant un temps aussi, il y a certaines amitiés que j'ai délaissées, puis pendant comme un genre de 3-4 ans, j'avais très, très peu d'amis, là, parce que justement, j'avais l'impression que j'étais au-dessus de toutes ces choses, de boire de l'alcool, d'aller dans les parties, d'avoir les discussions que mes amis d'avant avaient, puis il y a eu une période vraiment, c'est ça, de réajustement. Puis mes parents, je pense que ils se sont juste habitués au fil de ma vie de suivre mes nouvelles passions, mes nouvelles versions de moi. Il y en a eu beaucoup. Fait que je pense qu'ils sont rendus accoutumés à vivre à vivre mes transformations. Tu sais. Puis je pense qu'enfant, j'étais déjà dans les grandes questions. Ma mère me disait, puis je m'en suis souvenue aussi que je posais des questions comme à 3-4 ans de genre, mais si on n'était pas ici, si j'étais pas ici, si j'étais pas née, où est-ce que je serais? Puis, tu sais, j'étais beaucoup dans ces grands questionnements-là. Fait que je pense que c'était pas non plus surprenant pour mes parents que je prenne une tangente un petit peu plus affirmée dans la spiritualité. Mmh. Ouais. Ouais, et puis tu soulèves quand même quelque chose qui, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. C'est un peu la première étape, j'ai l'impression, de l'éveil. C'est vraiment ce sentiment de supériorité que ma prof appelle le specialitis, tu vois, où Mmh. tu te sens très, Mhm. très spécial et très unique. Et tu vois, j'ai vu, hein, ta publication par rapport à ton couple qui s'est terminé cet été. Très belle publication, c'est ouais, je trouve que c'est vraiment de se quitter de façon consciente aussi. Et pour moi, justement, c'est aussi un cheminement, tu vois, quand l'un des deux, après, je connais pas du tout votre couple ou quoi que ce soit, mais quand l'un des deux est justement dans cette démarche spirituelle, il y a cette envie d'aller convaincre l'autre. Et c'est de comprendre aussi à un moment donné que je pense que même si l'autre ne fait pas le même chemin spirituel, chaque personne a ses propres éveils et chaque personne a son propre chemin. Et donc, je sais pas si t'as quelque chose à partager justement par Ouais. rapport à la vie de couple. Ouais, ben c'est souvent quelque chose, tu dois l'entendre, puis moi aussi je l'entends beaucoup autour de moi, des femmes qui écoutent mon podcast, puis de mes amis, c'est qu'il y a ce moment-là justement quand il y a, puis je sais pas si, éveil, je pense que c'est bon, mais moi je préfère dire réveil. Souvent je suis comme on dirait qu'il y a juste quelque chose qui se rappelle en nous, puis quand ça s'active, puis que notre partenaire finalement c'est quelqu'un qu'on a choisi alors qu'on n'était peut-être pas dans cet état-là, ben il y a effectivement à un moment donné peut-être une genre de petite dissonance ou un espace qui se crée qui parfois est dur à vivre au quotidien, puis ça peut peser parce que justement, on peut arriver avec cet ego-là, d'une part, puis de l'autre, c'est aussi ce sentiment-là de pas marcher le même chemin. Puis dans ma relation qui s'est terminée dans les derniers mois, pour moi, j'étais déjà dans ce chemin-là de spiritualité, mais je pense que souvent, ça me permettait pas d'être à l'écoute. J'avais l'impression que il fallait que j'arrive avec tous mes outils puis que je solutionne ouais, c'est ça, tu sais, quand mon partenaire arrivait avec ses émotions, je me rends compte que des fois j'arrivais justement avec moi qui fait telle formation, moi qui a lu tel livre, moi qui ai écouté ce podcast, viens ici que mais au final de un, il y a beaucoup comme tu dis de supériorité, puis je pense que c'est quelque chose au fil des ans que j'ai appris à m'asseoir, écouter. Puis plus je fais ça, plus je me rends compte que autour de moi, les gens qui m'offrent les plus grandes leçons, ou en tout cas qui incarnent le plus les enseignements qu'on va chercher dans des livres, qu'on va chercher de diverses façons, les gens qui incarnent le plus souvent, c'est des gens qui ont aucune idée,
qui incarnent ça, qui sont juste dans vivre dans la présence pure. J'avais un voisin à un moment donné je pense qu'il était rendu à 92 ans. Il partait tous les jours dans le bois, il avait sa petite cabane à sucre, il bûchait son bois, il préparait, puis il y avait une qualité de présence, une lumière dans sa façon d'être tellement j'ai rarement vu des gens aussi incarnés, aussi dans le cœur, puis il y avait aucune idée là de tout tu sais, il y avait pas le vocabulaire mais il l'incarnait, puis je pense que ça demande cette humilité là dans notre parcours spirituel. En tout cas, je parle pour moi là. Moi, ça m'a ramené dans beaucoup d'humilité là, que des fois c'est les gens les plus de l'extérieur qui pourraient m'amener le plus de jugement par leur mode de vie, par leur façon de parler, par plein de choses, que ces gens-là souvent sont beaucoup plus incarnés que moi. Puis ouais, c'est ça, je pense que c'est important d'avoir cette humilité-là quand on marche ce chemin-là, puis cette ouverture, puis de trouver les enseignements dans tout. Puis moi, je le vis aussi avec ma fille de 7 ans. Le nombre de choses qu'elle m'enseigne, là, par des petites phrases, là, d'une simplicité, là. Elle me voit dans... Je garde, c'est ça le mot qui monte. J'essaie de trouver un mot plus beau, mais dans ma bullshit, là. Puis elle me dit des affaires, elle me voit, là. Puis aïe, 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 ça pique encore plus, là, quand c'est une enfant de 7 ans qui te voit dans ta bullshit, là. T'es comme, bon, je vais aller m'asseoir avec ça. Puis ouais, c'est des grands enseignements là, de nos enfants si on leur laisse l'espace puis si on les accueille d'une posture d'humilité là. Fait que même chose dans la relation, je pense que les relations de couple, les relations tout court mais particulièrement les relations de couple, c'est le plus grand chemin spirituel pour moi, c'est là où il y a le plus de déclenchement, c'est là où souvent on va être mis face à notre miroir puis ouais, c'est parce que c'est facile d'être spirituel hein, quand on est assis tout seul dans un coin, là, dans le parfait silence. Mais bonne chance quand on entre en relation avec les autres. Je pense que c'est ça qu'on est venu vivre, là, c'est de venir être en lien avec les autres puis de mettre en pratique tout ça. Tellement. Ah, j'adore parce que tout ce que tu dis là, c'est c'est apprendre. En tout cas pour moi, l'apprentissage, ça a été de ne pas fuir. Tu vois, quand c'est difficile, oser dire les choses, même quand c'est extrêmement inconfortable, parce que pour moi, une des croyances, c'est que quand les conversations deviennent difficiles, c'est la fin. Et donc de rester dans l'inconfort avec l'amour Ouais. et la présence et l'acceptation de l'autre. Tu vois, par exemple, mon mari, je suis passée de « je veux le convaincre » à « je convainc plus personne » à maintenant je sais qu'il faut qu'on arrive, tu sais, tu parlais de l'état de présence de ton voisin. Pour moi, c'est ça la plus grande chose, en fait. Avoir des gens qui sont présents dans la relation intime, c'est tellement rare. On est tellement dans notre tête que, et Sacha Cobra, pour revenir à elle, parce que je l'entendais derrière moi dire ça, elle dit, si dans ta relation intime, t'es dans ta tête, il y a personne qui te fait l'amour, en fait. Il y a personne qui est là, donc tu peux pas avoir de sensation, c'est impossible, parce que donc c'est vraiment cet état de présence. Enfin bon, ça c'est comme tout un autre sujet. Et je dis ce serait bien quand même que tu médites un petit peu et tout. Mais lui il pêche. Ouais. Il me dit je passe une journée à la pêche, en fusion totale avec la nature. C'est une forme de méditation. Donc c'est ça, c'est d'arrêter de convaincre aussi à un moment donné les autres. Vraiment. Et les enfants, c'est sûr, ouf, mon Dieu, à travers les phrases qu'ils disent, à travers les challenges qu'ils nous apportent aussi quand ils deviennent adolescents. Aïe, aïe, aïe. Ouais, puis c'est beau ce que tu dis par rapport à ton mari qui pêche, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose dans l'éveil du féminin des dernières années qui est magnifique là. Je suis tellement heureuse qu'on s'éveille davantage au féminin sacré, puis peu importe les mots qu'on utilise, mais moi dans la dernière année, je me rends compte que plus j'incarne ça,
plus aussi, il y a une révérence envers le masculin qui doit se faire aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié à travers parce que ça a tellement été il y a tellement eu d'oppression du féminin que là on se réveille puis on veut que tout soit féminin puis tout prenne cette couleur-là puis l'imposer à tout le monde puis l'imposer à nos partenaires, mais hey, c'est pas ce qu'on souhaite, en tout cas pour moi. Puis je pense que ça a été aussi je vais pas dire une des erreurs, mais un des apprentissages que je fais de cette relation-là qui s'est terminée avec mon ancien conjoint, c'est on n'est pas obligé d'utiliser tout le monde les codes de la spiritualité un peu plus teintée du féminin, puis justement aller pêcher, aller s'incarner dans la présence d'une autre façon. Puis moi aussi, à l'intérieur de moi, d'avoir de la révérence pour le masculin, puis de laisser notre partenaire se vivre dans la présence sous la forme qu'il souhaite, puis de pas hiérarchiser la présence. Puis je pense qu'en tout cas pour moi, c'est ça qui fait naître l'érotisme. C'est justement ce jeu-là de polarité qui dansent ensemble. Puis quand on se met les deux à incarner une forme de présence qui est la même, ben je sais pas, il y a quelque chose qui tombe à plat. Puis en tout cas pour moi, puis je le constate, je le constate dans les relations de mes amis aussi autour de nous, c'est moi en tout cas je me rends compte que de me réconcilier avec le masculin puis de lui faire de la place plutôt que d'essayer de lui imposer ma présence, il y a quelque chose là-dedans où c'est là que ça devient vraiment magique. Puis il y a des gens qui parlent de l'union sacrée, là, peu importe comment les vocabulaires qu'on veut utiliser, mais c'est là que ça devient miam. Puis moi c'est ce que j'apprends à intégrer en ce moment, puis que c'est pas facile parce que le masculin a été vraiment aussi malmené dans les dernières années. Puis il y a beaucoup de perspectives autochtones, je me rappelle pas laquelle en particulier, mais celle qui parle de notre civilisation actuellement qui a volé avec une aile. C'est comme si le masculin c'était une aile d'oiseau, puis le féminin c'était une autre aile d'oiseau, mais s'il y a une aile qui est surdéveloppée puis que l'autre qui est complètement carencée, ben l'oiseau va tourner en rond sur lui-même. Donc même chose si on essaie de renverser la vapeur puis que ça devienne complètement l'opposé, mais dans le féminin, on va tourner en rond aussi. Fait que l'idée, c'est de déployer les ailes des deux côtés. Puis pour ça, il faut se faire de la place, puis il faut s'honorer, puis il faut pas s'invalider d'une part comme de l'autre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de relations de couple qui ont souffert récemment de cette lutte de pouvoir-là entre le masculin puis le féminin. Tellement, tellement, je vois tellement de malheur, de tristesse dans les couples. Et c'est drôle, c'était une des questions que je voulais te poser justement par rapport à la polarité. Et ça revient à ce qu'on disait aussi au début de la conversation, cette sorte de paradoxe qui est à l'intérieur de nous, cette lutte. Tu sais, je dis, je suis éternellement reconnaissante envers les féministes qui ont combattu. Je sais que moi, ça fait pas partie de mon chemin. Je suis pas de front. Pour moi, c'est de transmettre la lumière. Je pense que chacun a son dharma aussi. Oui. Il faut pas s'en vouloir non plus si jamais on n'est pas sur le front en train de faire la révolution. Tu sais, chacun le fait à sa façon. Et donc, il y a ça. Et en même temps, il y a cette conscience qu'on a besoin de cette polarité en fait dans le couple. Et pour moi, un des meilleurs livres à ce sujet, c'est The Queen's Code. Oui. Tu connais? Ouais. Oui. Excuse-moi, je suis apportée. Oui, j'adore ce livre. Mais parce que si tu lis ça et t'es là comme oh my god, la castration que la femme peut offrir au masculin. Et donc, sous couvert de féminisme, et toi tu comprends pas, et en fait ça engendre encore plus de malheur en fait. Il y a plus de plaisir. Ouais. C'est ça. Je suis juste en train de vraiment acquiescer violemment de la tête parce que ouais, c'est vraiment gros là, c'est un gros morceau. Énorme morceau. Et donc comment oser retourner dans sa vulnérabilité aussi. T'avais fait un partage, t'en as parlé là dans le podcast, mais je sais que t'en as parlé aussi sur Instagram, de la rage. Pour moi, la rage a été énorme. Je veux dire, la rage contenue dans mon corps, qui m'appartenait en partie, mais qui est transgénérationnelle, énorme. Et il y en a encore énormément. Et donc, quand je t'entendais parler de rage, je dis « Oh, merci !» Tu vois, merci parce que c'est ça, on parle beaucoup de lumière, on parle de... Et pour moi, le tantra, c'est ça, c'est d'aller dans le corps et d'aller rencontrer cette rage. Et tellement de femmes, tu sais, parfois je travaille avec des femmes qui disent « Non, mais moi,
Non, mais j'ai pas de colère, je ressens pas de colère, je sens pas de rage. Je dis: «C'est impossible!» Je veux dire, avec tout ce qui a été fait aux femmes, c'est impossible. C'est juste que je pense que c'est en dessous de tellement de couches. C'est exilé, ouais. Exactement, on s'autorise pas, ce serait terrible d'aller dans cette rage. Donc j'aimerais savoir si tu es d'accord. Comment Oh mon! Te dire à quel point je suis d'accord, Émilie, avec ce que tu viens de dire, là, c'est un des gros morceaux, j'ai l'impression, la rage. Ben, pour moi, juste ramener ça à mon histoire plus personnelle, j'étais une de ces femmes, là, comme toi, qui, comme les femmes avec qui tu travailles, qui avaient l'impression de pas en avoir, tu sais. Non, moi, regarde, tout va bien, moi, douceur, amour, lumière, puis c'est beaucoup ce que je projetais à l'extérieur de moi, c'est beaucoup l'image que je renvoyais, donc c'est aussi ce que j'entendais autour de moi. Ah, ça fait tellement du bien d'être en ta présence, Vanessa, tu sais, douceur, puis tu nous vois, puis on sent la bienveillance, blablabla. Puis donc j'avais vraiment raffiné là tout ça, mais il y avait quelque chose qui bouillait en moi, puis que j'avais complètement exilé parce qu'on apprend, on est socialisé de cette façon-là, les petites filles particulièrement, à se tempérer, à pas élever la voix, parce que sinon on devient, tu sais, il y a toutes sortes de vocabulaire, là, le fameux hystérique, puis comme folle, rapidement, là, les étiquettes qui vont venir se coller aux femmes quand on laisse ce genre d'émotions sortir. Donc moi, je me suis soumise à tous ces codes-là. Mais j'avais de la rage qui bouillait en moi, puis ce qui m'a deux choses qui m'ont fait prendre conscience de toute la rage que je portais et qui sortait finalement dans plein de. C'est ça aussi quand on dit qu'on n'a pas de rage, on se sent pas qu'on n'a pas ça, nous, de la colère, c'est que ça sort de façon tellement contenue, puis j'ai l'impression que c'est comme tu sais quand il y a énormément de pression dans quelque chose là, mais là ça sort d'un petit jet là, qui est, ma foi, acéré là. Mais moi il y avait deux choses qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille sur toute la rage que je portais. Premièrement, j'avais souvent des pensées par rapport au feu. J'avais j'avais des fois des pensées intrusives de je sais pas, je voulais mettre les choses en feu. Puis là, je faisais pas le lien avec la colère, tu sais, c'est pas nécessairement je me sens en colère, je veux mettre les choses en feu, mais allumer des feux, il y avait comme quelque chose en moi qui voulait détruire, il y avait comme une espèce de force de destruction qui voulait s'exprimer à l'extérieur de moi, puis j'ai connecté quand même à la figure de Kali la première fois que je l'ai vue. Je sais pas si vous voyez un peu Kali, mais bon, la langue sortie, pied sur, tu sais, elle tient la tête d'un homme qu'elle a coupé. Il y a quelque chose dans la violence de ça que ça a comme réveillé une partie de moi. Juste cette iconographie-là, puis ça me mettait mal à l'aise en même temps d'être aussi excitée par cette image-là. Je suis comme, je la trouve cool, mais en tout cas, il y avait une partie clairement en moi qui était endormie ou que j'avais congelée volontairement, que j'avais exilée parce que je me racontais l'idée que c'était pas socialement acceptable. Puis on va se le dire, la culture nous le confirme très très fortement que les femmes, la colère des femmes n'est pas légitime et devrait être calmée à tout prix. Mais il y avait ça premièrement qui m'a donné un peu la puce à l'oreille sur toute la rage que je contenais, mais aussi j'ai fait du travail somatique, puis hurler, incapable d'entendre le son de ma voix, incapable de n'importe quoi là, de faire sortir cette rage-là. Puis là, je me suis rendu compte que si je suis pas capable de la sortir, là, ça doit que il y a eu énormément d'efforts qui ont été mis pour la contenir parce que c'est impossible que j'en ai pas la rage. Valerie Kaur, qui est une écrivaine magnifique, qui a écrit des livres splendide, mais elle dit souvent que la rage, c'est le revers de l'amour. C'est la même chose, finalement. C'est juste une autre texture. Puis moi, ça m'a permis vraiment de réintégrer cette partie-là de en moi que j'avais complètement exilée parce que rage, colère égale pas beau sentiment négatif. Donc, je l'ai complètement exilé, puis ça s'exprimait dans des tensions dans mon corps. Puis plus j'ai touché à la rage, plus je l'ai laissé sortir, plus je l'ai réintégré à l'intérieur de moi. Plus j'ai touché au plaisir, puis on parlait de l'éros, on parlait de la joie, mais c'est ça, c'est que quand on exile une certaine partie de notre ressenti, de nos émotions,
c'est immanquable, là, notre capacité à ressentir tout court va être limitée. Fait que c'est ça qu'on oublie, je pense, quand on coupe la colère, quand on coupe quand on coupe la tristesse, quand on va pas dans ces zones-là, ben on se coupe aussi du revers opposé. C'est comme, pour moi, je le vois comme notre capacité à ressentir. Donc, si non, on n'a pas de colère, tout ça, mais notre capacité à ressentir la joie aussi est vraiment limitée. Puis plus on se donne de l'espace pour aller ressentir la peine, aller ressentir nos émotions, plus on se donne on est capable de respirer davantage puis ressentir davantage la joie, le plaisir. Puis pour moi, il y a une corrélation directe dans ma vie. Puis depuis que je me laisse l'espace pour vivre ça, puis pas l'intellectualiser, puis pas non plus je suis en colère, parce que des fois j'ai des accès de colère, de pleurs, de tristesse qui montent. J'ai pas besoin de savoir c'est quoi. Je sais que ça existe dans mon corps. Je le relâche, je le vis. Puis c'est comme si ça nettoyait mon instrument pour vivre tellement plus de plaisir, tellement plus de joie, être tellement plus incarné. Puis ça, c'est une affaire que je dois me retenir très, très fort pour pas essayer de le crier à tout le monde, puis pas essayer de le dire à tout le monde. Parce que des fois, je suis comme, là, je comprends pas. Tu sais, je dois vraiment je dois être très disciplinée et vraiment me contenir pour pas propager ça autour de moi. J'ai l'impression que c'est une des grandes clés de l'existence humaine de juste pleinement ressentir nos émotions. Ah, tellement. Puis je pense qu'on le sent, hein, pour, j'imagine, les couples qui ont déjà été dans des disputes, où par exemple tu dis les vraies choses, les choses les plus difficiles, par exemple. Ouais. D'un coup, tu commences à sentir et tu es là comme: Oh my God, c'est vraiment le lien avec l'Eros est tellement là. Puis moi, quand je fais des sessions, tu sais, où je tape, je crie, j'ai déjà partagé dans un autre épisode le fameux exercice Things Unsaid. Donc faire vraiment la liste de toutes les choses que j'ai pas dites et vraiment aller dans les fuck you, puis excusez-moi, hein, mais tu sais, cette rage et on peut le faire seul. Il faut pas spécialement, et ce que tu dis est tellement important parce que au final, cette rage, elle est très, très... C'est comme des vipères, tu vois. On blesse les gens, on dit des choses. Donc, Mm-hmm. parce que les gens qui osent... Tu sais, si tu te dis, ah, j'ose pas le faire chez moi, tu sais, dire des mots très durs, souvent, je vais mettre ça dans une bulle, comme une sorte de moment sacré, tu vois, où je sors toute cette rage pour éviter justement de le déverser sur les autres après et de vraiment aller sentir ces sensations dans le corps. Et pour moi, tu vois, vieillir comme ça, hein, je sais que c'est aussi une de tes thématiques. Ouais. Avancer dans la vie, pour moi, c'est avancer avec grâce en étant connecté au corps. Est-ce que tu avais, toi, certaines images, donc je te partage juste en 2 mots les miennes, l'image de la femme vieillissante. Pour moi, ça rimait avec rigidité, tu parlais un peu hystérie, dépression. C'est ça l'image que j'avais des femmes vieillissantes, terrible. Et j'ai comme mission pour aujourd'hui de me dire comment est-ce qu'on peut vivre avec grâce, vieillir avec grâce et changer ces codes-là. Toi, c'était quoi l'image que tu avais, si tu en avais? Ah, c'est fou, hein, parce qu'on a tellement été conditionnés par ces images-là, puis en même temps, elles existent, ces femmes vieillissantes-là. Il y en a eu des générations de femmes qui ont vieilli de cette façon-là, malheureusement. Puis moi, je le vois comme une responsabilité avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on incarne, de réécrire ce narratif-là, puis aussi de reconnaître que ces femmes-là ont existé dans des conditions, ont vieilli dans des conditions où moi aussi probablement que j'aurais vieilli en étant rigide, en étant amère, en étant un peu comme tu dis le. Mais il y en a encore C'est aujourd'hui, hein. Il y en a encore oui, aujourd'hui ben qui oui, vieillissent bien comme sûr. ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a un carrefour, je pense, à partir d'un certain moment. Je crois qu'il y a il y a un moment, puis mon estimation, c'est à peu près autour de 35 ans. J'ai l'impression que là, dans plein de facteurs biologiques, mais aussi j'ai l'impression énergétiquement ou en tout cas dans les étapes de la vie d'une femme, je pense que 35 ans, il y a un genre de carrefour. Il y a un carrefour où soit qu'on va encore plus
adhérer à ces narratifs-là patriarcaux, puis par rapport au corps des femmes vieillissantes, que notre désirabilité va chuter à partir de là, que notre pertinence dans la société va diminuer, soit qu'on accepte ces narratifs-là, ou alors on en sort complètement, puis on incarne complètement autre chose. Puis je pense que il y a ce carrefour-là du vieillissement qui commence à partir de 35 ans. Je pense qu'il y a comme une espèce de... C'est quand même, on dirait, une barrière psychologique. Tu sais, on sait qu'à partir de 35 ans, on n'est plus considéré dans les paramètres sociaux comme jeune. Donc, je pense qu'à partir de là, t'es comme, OK, mais si j'enlève l'étiquette jeune de mon identité, qu'est-ce que vieillissant veut dire pour moi? Puis là, c'est là que c'est important de faire comme, c'est quoi le sens que je mets à ça, particulièrement quand on est une femme? Puis, ouais, moi, de mon côté, je voyais les femmes âgées comme étant quétaines. Tu sais, il y avait quelque chose dans euh, les modes, les trucs cool, tout ça vient de la jeunesse. La jeunesse est pertinente, la vieillesse, c'est comme démodé. Puis c'est fou comment ça, c'est très capitaliste et patriarcal. Là. Tu sais, toujours la nouveauté, c'est toujours mieux, mais c'est une des illusions de notre société là, que le progrès, c'est toujours quelque chose de positif. Pas nécessairement. Je trouve que, tu sais, on le sait, il y a des savoirs ancestraux, il y a une sagesse qui... C'est pas... Les avancées technologiques sont pas toujours positives. Donc de défaire, pour moi, ça a été une déconstruction aussi de ça, de neuf égale nécessairement meilleur. Puis il y avait tout cet archétype, ben même pas un archétype, cette image-là de la femme qui vieillit, qui me faisait vraiment peur. Donc moi, quand j'ai touché ce carrefour-là de 35 ans, ben c'était ça, mes peurs, c'était de devenir quétaine, de devenir ridicule, de devenir pas pertinente, de devenir un peu... c'est ça, là, de pas être dans le coup, puis de devenir la femme chiante, là. Tu sais, là, on l'a tellement vu, là, ça, cette espèce de de genre, tu sais, les messieurs qui se plaignent de leur femme, là, qui veut tout contrôler, là, germaine, puis puis, tu sais, j'avais l'impression que c'est comme, aïe, 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 c'est le chemin dans lequel je suis en train de m'engager, un peu malgré moi. Puis c'est là que j'ai pris conscience il y avait un tout autre narratif. Puis merci aux femmes qui ont marché ce chemin-là avant nous puis qui ont incarné d'autres façons de vieillir. Puis moi, je pense vraiment qu'il y a une reprise de pouvoir qui est toute coordonnée aussi avec les changements hormonaux de cette période-là. Puis il faut prendre conscience que l'être humain, c'est un des rares animaux sur la planète où la femme, la femelle, continue d'exister après l'âge de procréation. Puis je sais pas, en tout cas, je pense pas que c'est un hasard. Là. Je pense pas que on voit comment la nature est magnifique puis qu'il y a rien qui est laissé. C'est pas botché là, la nature. Si c'est ça qui existe pour les humains, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi est-ce que les femmes, contrairement à presque tous les animaux sur la planète, ne meurent pas après avoir fini de procréer? Pourquoi est-ce qu'on resterait en vie? Puis il y a ça chez quelques mammifères, genre primates, il y a ça chez les baleines, quelques-uns de ces animaux-là. Puis ce qu'on constate, c'est que les femelles de ces groupes-là, premièrement, sont dans des groupes qui s'apparentent plus à du matricentrisme. Donc ça tourne un peu plus autour des femelles qui sont passées l'âge de procréation. Donc c'est elles qui vont davantage tenir les groupes, qui vont faire la transmission de savoir. Par exemple, dans les baleines, ben c'est les baleines femelles qui sont plus en âge de procréer, qui vont montrer aux générations plus jeunes les lieux de migration, les lieux de pêche, où est-ce qu'ils peuvent aller. Donc, ce sont des véhicules de savoir, de sagesse, puis c'est de ça dont on nous a coupé en nous faisant croire qu'on devenait non pertinente, qu'on était dans notre déchéance, puis c'est un narratif qui est faux. Même c'est scientifiquement faux dans le sens où le corps de la femme n'est pas en train de s'assécher. Là. Il y a une période dans la périménopause qui précède la ménopause où, au contraire, il y a un regain de libido qui est possible. Il y a, même à certains moments, il y a un regain de fertilité. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a parfois 2 ovulations dans le même mois. Tu sais, c'est comme si c'est comme le last call un peu là avant la fin. Donc on est encore plus fertile à certains moments. Donc se rappeler de ça aussi. Moi, des fois, j'avais cette impression-là. J'ai l'impression d'être constamment en train d'ovuler. Puis effectivement, je pense que mon corps aussi produit il y a quelque chose qui se passe où
on n'est pas dans la déchéance. Puis je pense qu'il y a cette reprise de pouvoir-là qui est vraiment, vraiment importante. Puis moi, quand j'ai touché à ça, j'ai eu l'impression que je touchais à la raison pour laquelle je m'étais incarnée, pour rappeler ce chemin-là aux femmes. Puis je suis encore quand même au début, là, j'ai 40 ans, j'ai à apprendre vraiment de femmes qui sont plus avancées dans le chemin, mais je sens que j'ai traversé ce portail-là là, d'une façon, j'ai été initiée dans la dernière année, puis je pense que la transformation qu'on veut voir collective là, en ce moment, c'est une des clés, elle est là dans la reprise de pouvoir, ou le rappel féminin de notre sagesse de femmes qui avons du vécu, là, puis qu'on reprend cette posture-là, puis qu'on reprenne notre voix, qu'on se réapproprie les espaces, qu'on se réapproprie la portée de notre voix. Je pense qu'on a rendu invisible les femmes âgées. On a bien tâché de nous faire disparaître, mais c'est pas pour rien, là. C'est parce qu'il y a énormément de puissance et de sagesse dans les femmes qui vieillissent. C'est clair. Et tu vois, quand tu parles de ménopause, moi, j'ai fait une formation avec Kim Anami, qui est vraiment, écoute, elle est incroyable. Sa formation s'appelle de Vaginal Kung Fu, tu vois. Ouh! Oui, c'est tout un personnage. Elle est vraiment assez incroyable. Après, il faut prendre et laisser comme dans tout. Mais elle dit la ménopause, c'est une construction. Enfin, c'est incroyable parce que le fait que tu sois sèche, et je pense que justement, c'est l'histoire qui fait que les femmes, étant donné qu'on raconte ça, ben, au final, ça devient ta réalité, c'est ce que tu crois. Exact. Et donc, tout ta libido part, que ton corps devient sec. Et elle dit, c'est faux, 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 faux. Je dis, si tu gardes justement, si tu regardes tes émotions en face, si t'es dans ton corps, enfin, tout ce qu'on a partagé dans cet épisode, je dis, tu peux avoir une sexualité incroyable à n'importe quel âge. Et j'ose espérer que c'est ça. Mais la réalité, quand même, moi qui ai 45 ans, le visage change. Voilà, on bascule dans cette phase où tu dis, OK, il faut que je change mes repères. Et j'imagine que pour toi, d'autant plus à être une figure publique, ça doit être encore plus difficile parce que là, en plus, il y a des gens qui te regardent, tu vois. Les gens te voient et donc tu as non seulement ta propre relation avec ton visage, ton corps qui change, et là, en plus, il y a ce que les gens attendent de toi. Enfin, je sais pas si les gens attendent des choses de toi, mais j'imagine, parce que déjà, moi, n'étant pas une figure publique, je sens que il peut y avoir des attentes. Donc, quelle est ta position par rapport à ça et ton cheminement? Ouais, c'est un gros morceau quand même là de mon côté. Puis évidemment, il y a une attente, il y a une construction culturelle autour de ce dont a l'air une femme qui, je vais mettre des guillemets là-dessus, là, vieillit bien, qui en fait bien vieillir dans notre société, c'est ne pas vieillir, là. C'est comme moins t'as l'air de vieillir, ça c'est bien vieillir. Mais c'est complètement farfelu, là. C'est comme toute l'appellation anti-âge des produits. Moi, je suis comme, c'est d'une absurdité. D'une absurdité, c'est impossible. C'est impossible ce que vous nous proposez là. Donc, en tout cas, les formulations marketing. Mais bref, je sens que, en fait, je pense que c'est le contraire. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une responsabilité d'incarner l'image d'une femme qui vieillit. Puis je pense que tout ça, comme tu dis, effectivement, notre visage change. Mais c'est quand même une construction. Si on y pense 2 secondes, là, cette glorification de la jeunesse, c'est une construction sociale. Des peaux rebondies, pleines de collagène, de se dire que ça, c'est plus attirant. C'est pas une vérité absolue. C'est une construction sociale qu'on a acceptée puis à laquelle on se conforme, puis qu'on a probablement intériorisé en nous, donc on finit par penser que c'est la vérité. Mais si on y pense 2 secondes, pourquoi est-ce qu'un visage avec les marques du temps, avec des rides, pourquoi est-ce que ça, ce serait moins attirant? Puis je vais oser aller là, mais je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, puis je pense que c'est une prise de conscience actuellement, puis je veux pas sonner vulgaire en le disant, mais je pense qu'on prend conscience aussi que beaucoup des critères de beauté auxquels on a pensé qu'on devait se soumettre en tant que femme, viennent quand même d'un attrait, somme toute, pédophile, là, des hommes. C'est quand même de se regarder à travers le regard masculin puis de se conformer à un regard masculin où il y a
on se rend compte davantage qu'il y a plus d'hommes attirés envers les très jeunes filles. Ben c'est sûr que si on prend ça comme référent de beauté, les femmes vieillissantes, on est complètement à côté de la traque. Donc de se réapproprier aussi la beauté, puis de se nommer des nouveaux codes entre nous. Puis moi, c'est ce que je fais avec mes amis, c'est ce qu'on fait ensemble, c'est de se célébrer à travers nos visages qui ridulent, nos corps. Ouais, tu sais, nos cheveux gris, je sais pas, mais mettons les cheveux gris là, si c'était on part à neuf là. Les cheveux gris, ça pourrait aussi être une espèce de symbole d'accès à un niveau supérieur dans l'existence, de comme wow, OK, t'as accédé à ça, t'es rendu là dans ta vie là, c'est comme un trophée, c'est une marque de sagesse, c'est une marque de vécu, et si c'était quelque chose qu'on portait fièrement, ça peut être ça aussi, la construction culturelle à laquelle on choisit de se conformer ou qu'on accepte. Et si c'était comme une affaire qu'on était comme tchic, j'ai mon premier cheveu blanc, c'est incroyable, je suis arrivée là. Yes, premièrement, merci parce qu'il y a des gens qui vont pas avoir la chance inouïe de vivre aussi longtemps puis de vieillir. Puis il y a des gens qui auraient tellement aimé ça, continuer d'exister puis qui ont malheureusement pas pu se rendre jusque-là. Donc avoir cette révérence-là, cette reconnaissance, cette gratitude de premièrement avoir vécu autant d'années, puis après ça d'incarner tout ça, puis d'accéder à ce nouveau chapitre-là. Moi, je sais qu'il y a complètement une réécriture de ces codes-là qui se fait autour de moi, puis je veux plus espérer avoir l'air de 25 ans alors que j'en ai 40, alors que je vais en avoir éventuellement 45. C'est un non-sens. C'est une quête qui est futile puis qui nous tient à côté de notre puissance. Fait que ouais, moi je sens que comme personnalité en ce moment, c'est ma responsabilité d'incarner autre chose parce que je sais que pour moi, ça a un effet aussi d'être exposée à des femmes qui ne correspondent pas à ce critère-là de bien vieillir, c'est-à-dire être super injectée puis de pas avoir l'air de vieillir, puis de voir des femmes qui ont des rides de rire, de plaisir. Je les vois, j'en ai autour de moi, puis d'avoir mon œil qui est exposé à ces femmes-là sur une base régulière. Je sais que pour moi, il y a une réécriture, puis il y a quelque chose d'autre qui se passe. Comme de voir une femme avec du poil, comme de voir une femme avec un corps qui rentre pas nécessairement dans les normes. Tu sais, tout le discours de la diversité est hyper important. Ça a un pouvoir important de représenter la diversité, puis je pense que la diversité, l'âge fait partie de cette diversité-là aussi. Complètement, puis je pense que ça revient au niveau de conscience, de la conscience que tu mets justement dans chaque jour, dans chaque moment pour avancer, parce que tu peux très vite être pris dans ces standards de beauté et te perdre là, et de qui est-ce que je décide de regarder en fait. Est-ce que je décide de regarder justement toutes les femmes qui représentent, la rigidité, la lourdeur, tout ce que je veux pas? Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de côté malsain, un côté un peu kink à l'intérieur de nous. On a envie d'aller vers l'ombre et regarder tous ces trucs qui vont pas pour peut-être avoir cette posture de mais moi, je suis supérieure et moi, j'ai compris des choses, puis moi, je suis pas comme ça. C'est comme par exemple les gens qui disent « Ah, je veux vraiment pas ressembler à mes parents » et tu les vois juste aller, ils ressemblent de plus en plus parce que t'es tellement concentré là-dessus, au lieu de te concentrer sur OK, qui est-ce que j'ai vraiment envie de devenir, c'est qui mes modèles, parce qu'il y en a tellement, comme tu dis, des femmes qui sont rayonnantes, et on en voit de plus en plus justement dans les actrices, où tu dis waouh, OK, magnifique quoi, en étant au devant de la scène, c'est vraiment quelque chose que j'admire profondément, c'est incroyable. Ouais, je regardais, c'est vraiment anecdotique, mais hier je regardais des petits extraits de la remise des Césars, puis je voyais la catégorie d'actrice de l'année, puis il y avait des femmes, les femmes étaient quand même d'un âge plus avancé là, c'était pas toutes des jeunes actrices, puis je remarquais parce que bon, la caméra allait sur leur visage assez près,
Puis je voyais leur rythme d'expression, puis je jubilais à l'intérieur de moi parce que ça, c'est important. C'est important. C'est quand on est une actrice, c'est notre instrument, puis c'est notre instrument d'être humain tout court, là, de pouvoir avoir ces expressions-là dans notre visage, de pas figer. C'est ça, c'est carrément ce qui se passe, c'est d'essayer de figer quelque chose plutôt que de danser avec la vie qui avance. Puis t'as raison de dire que plus on essaie de s'éloigner, plus on est dans le rejet de quelque chose, plus on s'y approche. Là, j'ai déjà fait j'étais vraiment pas bonne, du parcours de voiture, là, tu sais, je sais même pas comment ça s'appelle, mais bon, il y a des obstacles, puis en tout cas, faut éviter les obstacles, mais une des grandes leçons, puis je pense que c'est sûrement pour ça que je suis allée faire cette activité farfelue et loufoque, parce que j'ai ça, mais il faut pas regarder l'obstacle. Puis moi, c'est l'erreur que je faisais. Je regardais tellement l'obstacle que je finissais par foncer dedans. Mais c'est comme, mais non, mais regarde où tu veux aller. C'est ça qui va mener ta direction. Fait que je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment ça. C'est complètement ça. C'est de regarder dans quelle direction tu as envie d'aller. Puis moi, je me rends compte que je suis intransigeante sur les réseaux sociaux, là. Je suis dessus. C'est mon outil de travail. C'est l'univers dans lequel, en ce moment, j'existe publiquement. Donc, je suis exposée à énormément de choses, puis je me rends compte que en fait, j'ai une discipline dès que je vois quelque chose qui me place dans ce narratif-là, ben je l'efface. J'efface ce narratif-là je sais pas, le genre, wow, Jennifer Lopez, mais comme Jennifer Lopez qui peut plus bouger son visage, oui, elle est magnifique, elle a l'air d'avoir 32 ans, c'est beau, là, mais elle a pas 32 ans, puis je me rends compte de la distorsion que ça crée dans mon cerveau, puis c'est peut-être subtil, là. Et oui, il y a ma partie présence, tout ça qui est capable de faire la part des choses, mais la vérité, c'est que quand on est aspiré dans ces écrans-là, on n'est pas nécessairement dans notre présence, en tout cas, dans les proportions du temps. Moi, je me rends compte que la présence, elle est, je sais pas elle est où, mais elle est pas là. Fait que je me préserve de moi-même là-dedans. Je me dis au moins, OK, je suis peut-être pas dans la présence, je vais aller scroller ou je vais regarder des choses, puis je vais clairement pas être en pleine possession de mes moyens. Donc, est-ce que je peux au moins m'aider puis m'exposer à des choses qui vont s'imprimer dans mon inconscient puis créer une impression qui est positive. Puis effectivement, je vois que des comptes de femmes qui sont dans cette reprise de pouvoir-là puis qui incarnent ça en ce moment. Puis c'est ça que je vois. C'est ça que mon œil reçoit comme information. Puis je pense que ça contribue à créer un nouveau chemin. Ouais, je pense que ça revient peut-être aussi à la pratique quotidienne que tu as. Peut-être qu'on peut clôturer là-dessus, mais parce que tu dis, je regarde les réseaux sociaux, mais tu as quand même cette présence de couper, OK, non, ça, c'est pas aligné avec ce que je veux, et d'interrompre. Et c'est là où je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à interrompre à temps et partent dans une Ouais. sorte de rabbit hole où c'est infini. Et 2 heures plus tard, t'es comme, oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me sens vraiment mal. Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme pratique? Qu'est-ce qui fait partie de ton quotidien? Un peu le non négociable. Mm-hmm. Pour moi, le non négociable, ben il y a premièrement en me réveillant le matin. Je pense que c'est là où, tu sais, on est dans la transition entre le monde des rêves, le sommeil, un état où on est très perméable aux choses. Donc, si la première chose qu'on fait, c'est ouvrir notre téléphone, les premières informations auxquelles on va être exposé vont avoir un impact vraiment plus marqué. Fait que ça, je fais vraiment attention aux premières informations qui vont rentrer en moi. Puis ça prend une forme différente. Tu sais, je suis pas rigide sur ma discipline, mais est-ce que, tu sais, j'ai la chance d'habiter en nature, donc est-ce que c'est un moment de contemplation? Est-ce que c'est un moment plutôt à l'intérieur de moi où je suis un petit peu plus juste en contact avec mon corps? Donc c'est un moment pour moi de juste venir mettre le ton pour la journée. Avant, j'étais comme gratitude, tout ça, mais des fois je le sens moins. Puis tant qu'à faire semblant d'avoir de la gratitude, ben je vais aller faire une pratique qui me semble alignée puis juste avec ce qui est vivant en moi. Donc selon les matins, ça va prendre des formes différentes. Des fois, c'est juste d'aller, j'ai un poêle à bois chez nous, puis des fois, c'est juste ça, c'est d'aller allumer
le feu dans le poêle à bois. C'est ma pratique de méditation. J'ai pas d'écran. Je suis concentrée à la tâche. Je suis avec le feu. Probablement qu'il y a une petite partie de rage en moi qui est contente, qui est nourrie par moi qui allume un feu. Mais tout ça pour dire que ça prend des formes différentes. Pour moi, une des pratiques les pratiques sur lesquelles j'ai quand même de la discipline, par contre, c'est la respiration. C'est pas placé dans mon horaire, c'est juste quelque chose que je fais plusieurs fois par jour. Le retour au souffle, je pense que c'est un ancrage qui est vraiment important, puis qui a aussi un effet sur le cerveau, sur la chimie du cerveau. Donc, l'effet est instantané, c'est rapide. Pour les gens qui ont de la difficulté à s'asseoir puis à être en méditation, je trouve que c'est une porte d'entrée à la présence qui est vraiment bonne, qui est le fun, qui est facile, qui est concrète, qui peut se pratiquer un peu n'importe où, qui demande peut-être moins de temps pour des gens qui sont pas encore là à vouloir placer des grandes et longues minutes de méditation. Je trouve qu'il y a des petites pratiques de respiration. Pour moi, il y a un retour au corps qui est immédiat, puis j'arrête pas de le dire, mais pour moi, la voie spirituelle, ça a longtemps été de sortir du corps, là, tu sais, puis comme ascensionner, mais pour moi, en tout cas, la voie féminine de la spiritualité, c'est de repasser par le corps, puis de passer par le corps pour m'incarner davantage. Fait que la respiration, c'est une de mes pratiques les plus importantes. Après ça, une pratique que je fais beaucoup en ce moment, qui réécrit vraiment beaucoup de choses en moi, c'est une pratique parce que la méditation, c'est pas juste faire le vide, là, puis probablement que les gens qui t'écoutent le savent, mais on dirait qu'on a une vision très je dois dire masculine, tu sais, très vipassana de la méditation, là. C'est comme pas de pensée, puis mais il y a plein de façons de méditer. Il y a de la méditation qui est créatrice aussi. Il y a de la méditation avec des images. Il y a plein de façons de méditer. Puis moi, de ces temps-ci, la méditation que je pratique quotidiennement, c'est une méditation de sécurité. Je pense que c'est en tout cas pour moi sur plein de choses, parce que c'est notre fondation, c'est le premier chakra, c'est notre connexion à la terre, c'est notre sentiment d'appartenance dont je parlais au début, c'est de venir se raccrocher à cette conviction profonde qu'on est aimé, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, on est la source, on est aimé, qu'on est dans un monde qui est bienveillant, parce que les discours autour de nous peuvent nous faire croire qu'on est dans un monde qui est juste comme le chaos. Mais si on prend un petit peu de recul, il y a énormément d'amour, il y a énormément d'abondance. Fait que c'est de venir se connecter à ça. Pour moi, c'est ma pratique en ce moment. Je suis vraiment dans le premier chakra. Puis tu sais, des fois, je suis comme le cœur. Ouais, mais si ta base est pas là, tu peux pas être dans la gratitude si t'es dans des pensées vraiment de manque. Puis je pense qu'il faut retourner en tout cas pour moi, c'est de retourner à la base constamment. Là, c'est le chemin que je tape en ce moment. Puis je pense que c'est important. En tout cas, pour moi, j'ai longtemps été un peu grappilleuse, là, tu sais, une petite pratique par-ci, une petite formation par-là, une nouvelle approche là maintenant. Puis je me rends compte qu'il y a quelque chose de vraiment beau dans la pratique assidue d'approfondissement d'une seule chose, de faire la même chose jour après jour. Notre mental aime pas ça, là, parce qu'il est vraiment comme nouveauté, je veux de la nouveauté, mais de refaire la même affaire. Il y a quelque chose où il y a un regard qui se renouvelle à chaque fois. On ressent une nouvelle affaire qu'on n'avait pas sentie la veille. Puis, fait que de refaire la même chose puis de l'approcher avec un esprit de curiosité puis de nouveauté, puis pas s'attendre que parce que je fais la même méditation, je vais avoir le même résultat. Tu sais, de juste l'aborder avec la curiosité. Je trouve que pour moi aussi, il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans, parce que la vie, on va se le dire, c'est globalement quand même assez pas plate, mais c'est quand même beaucoup d'ordinaire, de mondain. Fait que de venir d'essayer d'aborder le mondain puis les petites choses de la vie avec cette curiosité-là puis cette présence, ben, tu sais, c'est le chop wood, carry water, là. Je pense que c'est là-dedans qu'on doit cultiver notre spiritualité, parce que oui, c'est beau, là, d'être assis dans un espace mais après ça, c'est de le ramener dans les gestes du quotidien. Donc c'est pas mal ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Quand j'ai de l'espace ou quand j'ai plus de temps, en fait aussi j'ai une pratique, comme je disais un peu plus tôt, de bouddhisme Vajrayana, donc une pratique qui est un sadhana qui est dédié à Tara, mais je le fais pas à tous les jours, parce que pour moi c'est quelque chose qui demande plus de temps, mais c'est quelque chose qui va infuser, disons, quand je vais faire des entrées en moi pour aller écouter qu'est-ce qui est présent et tout ça, parce que moi c'est ma vision de la méditation, c'est d'aller écouter qu'est-ce qui est vivant en moi, puis de donner de l'espace à ce qui est. Je
vais beaucoup le teinter en ce moment de la présence bienveillante qui pour moi est la présence de Tara. Puis Tara, c'est pas obligé d'être une figure qu'on connaît. Des fois c'est juste une énergie verte. Puis elle est présente dans la nature. Là, tu sais, là, j'ai une plante à côté de moi. Puis juste ça, tu sais, juste cette vibrance là du vert, c'est se rappeler la vie puis la bienveillance puis toute l'abondance de la terre. Fait que je viens juste infuser beaucoup de mes pratiques avec cette énergie-là en ce moment. Puis c'est ça, je vais prendre un petit peu plus de temps là-dessus. Puis une autre des pratiques aussi qui m'a beaucoup aidé à revenir dans mon corps puis pas nettoyer, mais venir relâcher des choses que j'avais beaucoup dans mes hanches puis dans mon utérus. Je vais faire des steams. Je vais faire, je sais pas c'est quoi en français, un yoni steam. Mais genre j'ai cette pratique là quand même assez régulière là. Je le fais à peu près une fois par semaine, de venir m'asseoir puis c'est une pratique pour moi de retour au corps, d'aller choisir les herbes et plantes avec lesquelles je vais travailler, de prendre le temps. Puis cet hiver, je me mets de la crème partout sur le corps. Puis c'est une de mes pratiques spirituelles. Puis je sais que ça sonne comme complètement cosmétique, mais c'est pas ça. C'est de venir me masser, de venir de faire comme ok, j'avais pas remarqué, mais j'ai vraiment, tu sais, quand je me touche le bras, j'ai cette tension là que j'avais même pas pris conscience qui était présente dans mon bras ou comme. Puis de venir offrir cette énergie là d'amour, d'enveloppement à moi-même d'abord, parce que je pense qu'on va des fois le chercher de notre partenaire, on va aller le chercher à l'extérieur de nous, mais se l'offrir soi-même, puis de le faire à travers une pratique aussi simple que ça, à travers le corps, puis même de se toucher de façon sensuelle, qui est pas nécessairement avec un but d'atteindre l'orgasme. Là. La masturbation, c'est superbe, là, mais juste de se toucher d'une façon qui est consciente, puis de s'offrir du plaisir. Tu sais, le plaisir, on l'a rentré dans une petite boîte, là, beaucoup, là, c'est comme... On a une vision très, très limitée, je trouve, du plaisir, puis de venir expandre nos façons de ressentir du plaisir. Fait que pour moi, c'est ça, c'est d'aller toucher des nouvelles façons de ressentir le plaisir. Puis pour moi, juste de me crémer, d'utiliser de l'huile, c'est une de mes grandes pratiques spirituelles en ce moment. Fait que si vous avez pas le temps d'aller méditer, puis de juste vous mettre de la crème après avoir pris une douche, là, c'est pas crémez-vous, c'est un bon départ. Oui, puis comment est-ce qu'on se crème? C'est ça. Enfin, moi, j'ai un bien oui. bidon d'huile de sésame. Enfin, moi, je pourrais baigner dedans. Miam. J'adore ça. Et c'est ça, si je le fais en me disant, OK, vite, parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, ou alors c'est lent, et je respire de plus en plus fort. Et je veux juste dire pour le yoni steaming, parce que j'en ai un là, je l'ai fait une seule fois. Il faudrait que tu m'expliques la posture que tu prends quand même, parce que moi, j'ai failli tout cramer. Finalement, j'étais assise dans les escaliers, ma fille était couverte avec, tu sais, genre couverture pour qu'il y ait rien qui parte. Et ma fille qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, maman?» Je dis: «OK, si mon fils monte». Voilà, moi j'amène mes enfants dans toutes ces explorations-là. Et où est-ce que tu t'assieds pour le faire? Est-ce que tu as une chaise? Oui? C'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai un petit banc, en fait, là. Il y a des structures en bois qui se vendent super simples avec une ouverture ronde sur le dessus. Fait que ça ressemble un petit peu, c'est quoi les noms de petits bancs de méditation japonais? Ça ressemble un peu à ça. Donc, moi, je mets mon chaudron, je mets mon truc en dessous pour steamer. Sinon, petit truc, si vous voulez pas acheter puis vous voulez juste pratiquer, bien sûr, il faut la nettoyer avant, mais venir déposer son chaudron sur la toilette, c'est vraiment un bon point de départ. Là. Si vous voulez juste vous acclimater, essayer cette pratique-là, voir si c'est quelque chose que vous avez le goût d'explorer davantage. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis quand j'ai réalisé que j'aimais cette pratique-là, que je sentais les bénéfices, que je sentais beaucoup de vitalité, reprendre de la place dans mon corps, ben là, j'ai investi dans un petit banc là, parce que puis il est toujours là, il est dans l'espace. Les gens souvent me demandent quel est cette bizarre ce morceau bizarre de mobilier dans mon salon. Mais ouais, puis c'est l'occasion aussi de parler de ça, puis de le démocratiser. Puis il y a eu beaucoup de narratifs de peur autour de ça dans les médias. Là, tu sais, Gwyneth Paltrow, quand elle en avait parlé dans Goop il y a quelques années, il y avait tellement eu d'articles pour dire que c'était une pratique qui était dangereuse, puis blablabla, puis qu'elle incitait les femmes à faire des choses qui pouvaient nuire à leur santé. Puis peu importe, mais Toi, ça te fait du bien? hey, moi, ça me fait du bien, là. Oh, wow! C'est une pratique délicieuse, délicieuse, délicieuse.
Ouais, OK, bon, je ouais. vais réessayer alors, de façon un peu plus ergonomique, c'est parfait. Dis-moi, où est-ce qu'on te trouve en 2026? Ah! Ben, on me trouve dans la forêt. À côté du entre la pruche et non, non, mais Parfait. on me trouve, ben, c'est sûr sur les réseaux sociaux. Je suis principalement sur Instagram, donc à Van Pailong. Je reprends aussi du service au niveau du podcast. J'avais pris une grande pause pour honorer toutes les transformations de ma vie, notamment le portail de 40 ans, puis ma séparation. Ça a été un processus. C'est ça, j'avais envie de le vivre pleinement, puis de pas forcer, d'être en communication extérieure puis d'en parler pendant que je le vivais. Donc là, je sens que l'énergie du printemps aussi, du cheval de feu. Donc je reprends du service ce printemps. Donc, c'est l'école de la vie. Et puis, sinon, je vais commencer à faire des enregistrements aussi qui vont être devant public. Donc, je vais les annoncer sur les réseaux sociaux, mais je sens un appel vraiment fort. Puis c'est pour ça aussi que j'avais pris une pause de mon podcast. C'est un appel à reconnecter en personne, de vivre des expériences davantage, énormément de gratitude pour la technologie. Ça nous permet, je trouve, de mettre des idées dans le monde, de faire circuler des choses qui auraient pas pu circuler autrement. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, là, puis vivre davantage dans l'analogue. Fait que je suis dans une année de retour à l'analogue et ça va se transmettre par plus d'expériences. Accepter aussi que je vais faire des événements avec 30 personnes plutôt que d'essayer qu'il y ait des centaines de personnes présentes. Donc, un petit retour aussi au privilège d'être là, de cultiver des expériences qui sont vouées à être intimes, à être uniques, de pas toujours partager tout ce qu'on vit. Puis j'essaie d'écrire des différents narratifs, mais d'ici là, je suis encore sur les réseaux sociaux tous les jours, puis à travers mon podcast. Donc, c'est là qu'on me trouve. Puis vous pouvez vraiment m'écrire. C'est important pour moi là. Des fois, il y a des bons délais des fois entre mes réponses, mais je m'offre des fenêtres où je réponds. Puis pour moi, c'est important, c'est comme de prendre soin du lien, donc avec les gens qui me suivent. Puis souvent, je reçois des morceaux de sagesse aussi, des partages. Je pense pas que je suis plus avancée dans le chemin que quiconque. Puis je trouve ça vraiment beau que ce soit dans les deux sens, les échanges. Puis oui, j'ai une voix à travers différents médiums, mais je trouve ça vraiment beau aussi de pouvoir recevoir. Donc vous pouvez toujours m'écrire si vous avez envie. Mes DMs sont ouverts. Oh yeah, let's go, c'est parti. De toute façon, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Et merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, on a bien dépassé le temps parce Ah qu'on oui, est c'est ça. totalement parti mais passionnant, j'adore. Merci énormément pour ton temps et j'espère définitivement faire partie de ces 30 personnes. Comme ça, on pourra se rencontrer en vrai. Vivement les rencontres. C'est ça. La connexion, c'est super à travers les réseaux sociaux, mais puis ce qu'on vient de vivre, mais il faut que ce soit le prélude d'autre chose, tu sais, pour qu'on. J'ai l'impression que c'est comme ok, parfait, la connexion elle est faite. Maintenant, comment ça peut se transposer à l'extérieur des écrans. Donc merci énormément pour ton invitation, Émilie. Je suis contente qu'on ait pris ce moment-là. Puis je parle beaucoup, hein. Je suis en mode fleuve des fois quand je parle. Donc Ouais, on aime les fleuves. C'est une super belle conversation, donc je pense que voilà. En tout cas, vous nous direz dans les commentaires, dans les retours, comment ça atterrit chez vous aussi, ces mots. C'est toujours super précieux, comme disait Vanessa, hein, de vous lire, de savoir que c'est toujours drôle quand on enregistre un podcast, hein, parce qu'on parle un peu dans le vide. Enfin là c'est cool parce que t'es avec moi, mais parfois je parle seule dans le vide et tu sais pas dans quelle oreille ça va aller. Donc avoir vos retours, c'est vraiment extrêmement précieux. Donc merci à toi, Vanessa. Vraiment. Merci, Émilie.